Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Chloé Rousselière, je suis pharmacienne. Et donc, si j'interviens auprès de vous, c'est que je suis pharmacienne référente pour la clinique de rhumatologie de notre hôpital, également la clinique de neurologie vasculaire, mais c'est moins le motif de mon intervention aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je vais faire un topo très général sur qu'est-ce que sont des thérapies ciblées et des biomédicaments pour permettre après d'avoir tous les idées claires pour les interventions qui suivent. Alors, pardon, il faut que voilà, je me mette là. Donc, quand on parle de thérapie ciblée, on parle de médecine de précision avant tout. Et donc, c'est grâce au progrès de la science, de la médecine, qu'à partir d'une maladie, on réussit à comprendre quelle est la physiopathologie de cette maladie grâce à l'identification donc de toutes les dérégulations, etc. On arrive à identifier en fait des cibles pharmacologiques. Et donc, une fois qu'on a identifié ces cibles pharmacologiques, c'est à partir de là en fait, qu'on peut développer des médicaments et qui vont agir vraiment précisément sur ces cibles. Donc, on parle de thérapie ciblée assez récemment parce que voilà, c'est lié au progrès de la médecine. Donc, une thérapie ciblée, c'est un médicament qui va aller bloquer ou activer sa cible selon l'effet souhaité. Et donc, par exemple, dans les maladies inflammatoires et dysimmunitaires, on va souhaiter bloquer le mécanisme de l'inflammation, par contre, tout en conservant un système immunitaire efficace contre les infections. Et donc, avant, quand on parlait de thérapie ciblée, d'ailleurs, on ne parlait que des biomédicaments ou encore on pouvait dire biothérapie, mais maintenant les choses ont évolué. Et donc, quand on parle de thérapie ciblée, on parle à la fois d'anticorps monoclonaux, que vous connaissez de par votre pratique sans doute assez bien, donc les fameux mAb, les fameux SEPT. Et puis, on parle aussi maintenant, depuis quelques années, d'inhibiteurs enzymatiques, et donc notamment ce sont les inhibes. Donc, les anticorps monoclonaux sont visualisés ici. Donc, c'est tous les médicaments qui finissent par mAb, donc pour monoclonal antibody. Donc, par exemple, vous concernant l'infliximab, le rituximab, l'adalimumab. Également donc d'autres anticorps, mais qui sont issus de la fusion entre une partie d'un anticorps monoclonal et des protéines. Et donc, ce sont par exemple le cas de l'étanercept et de l'abatacept. Et puis après, donc, des petites molécules chimiques qu'on appelle des inhibiteurs enzymatiques. Donc, ce sont les fameux inhibes, les inhibiteurs de tyrosine kinase. Et donc, dans la famille des Janus kinases, vous êtes peut-être amené à utiliser le tofacitinib, le baricitinib, pardon, décidément, je n'ai pas enlevé la faute partout, le tofacitinib, le baricitinib et l'upadacitinib. Ce sera corrigé dans la version transmise. Et alors, si on fait maintenant un petit peu de vocabulaire, qu'est-ce qu'un biomédicament ou une biothérapie? Alors, une étude intéressante que j'avais retrouvée sur Internet, c'est quand on pose la question à des patients dans la rue, donc indépendamment de soignants, qu'est-ce qu'il en ressort? Eh bien, des biomédicaments, des biothérapies, ça évoque pour eux des médicaments issus de l'agriculture biologique, parce que c'est bio, donc ça fait penser à l'agriculture biologique. Et toujours dans le même registre, les passants parlent aussi de médicaments qui leur évoquent des médecines douces, quelque chose voilà, de naturel à base de plantes, parce que c'est bio. Alors, pour fixer les choses, donc un biomédicament, vous le savez vraisemblablement, c'est pas ça. Donc, il y a la définition issue du Code de la santé publique, pour laquelle je vais quand même être obligée de vous la lire. Donc, on entend par médicament biologique tout médicament dont la substance active est produite par une source biologique. Donc, on est sur des médicaments produits à partir du vivant et dont la caractérisation et la détermination de la qualité nécessitent une combinaison d'essais physiques, chimiques et biologiques, ainsi que la connaissance de son procédé de fabrication et de contrôle, puisque pour dire les choses très simplement, donc on est sur des macromolécules, donc des très grosses molécules thérapeutiques. Je vous ai mis en schéma, par exemple, voilà, vous voyez l'image de l'insuline, et c'est sans doute loin d'être la plus grosse macromolécule. Donc, ce sont des macromolécules thérapeutiques produites à partir du vivant. Et comme on est sur des choses très sensibles et des procédés de fabrication très complexes, on s'assure en fait toute une assurance qualité autour de leur fabrication. Donc,
Ces biomédicaments, même si on ne les appelait pas comme ça, peut-être il y a quelques années, on les connaît tous et depuis longtemps. Donc, ce sont l'insuline, l'héparine, les anticorps monoclonaux, les vaccins non vivants. Et donc, ces biomédicaments sont essentiellement de nature protéique, ce qui sous-entend que ces médicaments sont dégradés par les enzymes digestives. De fait, leur administration était exclusivement parentérale. Alors, pour resituer aussi un petit peu les choses et que les choses soient très, très claires, donc vous avez différentes catégories, on va dire, de médicaments à visée thérapeutique. Donc, vous avez les produits sanguins labiles, donc vous connaissez les culoglobulaires, le plasma, etc. Vous avez les médicaments dérivés du sang. Donc là, c'est à partir du don du sang qu'on en extrait des immunoglobulines, des facteurs de la coagulation. Vous avez donc la famille des biomédicaments, donc l'insuline, l'héparine, les anticorps thérapeutiques. Et puis, vous avez aussi les molécules chimiques, le paracétamol, les corticoïdes, la prednisolone et donc le baricitinib. Alors, pour ce qui est de leur processus de fabrication à ces biomédicaments, alors je suis loin d'être une experte, mais je vais vous parler de la technique assez simplement l'une des plus utilisées, donc la technique de l'ADN recombinant pour produire ces biomédicaments. Donc, on a une cellule humaine dans laquelle on identifie en fait un gène d'intérêt et donc, par génie génétique, on va, à partir donc, du matériel génétique d'une bactérie, on va, dans ce matériel génétique de la bactérie, ajouter le gène d'intérêt en fait, pour produire la protéine qui nous intéresse. On va avoir comme milieu en fait, de fabrication de ce biomédicament la cellule bactérienne qui va donc produire la protéine. Donc ça se fait au niveau d'énormes incubateurs par un procédé de fermentation. À l'issue donc de cette production en masse de protéines par les bactéries, on va en purifier en fait le résultat pour ne garder que notre protéine d'intérêt, retirer tout le reste, purifier tout ça. Et puis à partir de cette protéine d'intérêt, on va enfin donc formuler le médicament, donc élaborer sa composition et donc composer le médicament donc avec son packaging sous forme de seringue, flacon, etc. et son boitage. Alors, pour ce qui est du mécanisme d'action des biomédicaments, donc on a deux catégories. Donc, soit les biomédicaments sont dits substitutifs, donc ils viennent corriger une insuffisance de production, par exemple. Donc, c'est le cas de l'insuline, de l'héparine, de l'hormone de croissance. Quand on n'en produit plus assez ou pas assez, eh bien, on en apporte aux patients. Et enfin, donc, les biomédicaments dits modificatifs, eux, ils viennent donc modifier la physiologie par différentes actions, donc agonistes, renforcer le mécanisme naturel, antagonisme, aller contre, par une action neutralisante, donc stopper une réaction ou au contraire la déclencher. Et donc, c'est le cas des vaccins, des interférons et des anticorps thérapeutiques. Donc, si on fait un focus maintenant donc, sur les maladies inflammatoires et ou dysimmunitaires, donc les thérapies ciblées utilisées dans ces maladies, que ce soit des biomédicaments de référence, des biosimilaires, dont je vais vous parler après, ou des inhibiteurs enzymatiques, leur effet recherché est un effet modificatif. Alors, sans rentrer dans le détail, mais voilà, pour bien que vous visualisiez les choses de façon simple. Donc, c'est le cas du psoriasis. Volontairement, je choisis quelque chose, bon, pas que je sois experte en rhumatologie, je laisse ça aux rhumatologues, mais voilà, je prends le cas du psoriasis. Donc, c'est par l'identification en fait de sa physiopathologie, donc par exemple des facteurs génétiques de prédisponibilité, par l'identification peut-être ou partiellement de facteurs environnementaux. En fait, on a une activation du système immunitaire. Cette activation du système immunitaire va être à l'origine de production donc de molécules de l'inflammation, donc les interleukines, le TNF-alpha.
Tout ça, en fait, toute cette production de protéines de l'inflammation, donc ça va entraîner une cascade inflammatoire qui vont être à l'origine, en fait, des lésions au niveau cutané. Et donc, à partir de l'identification de cette physiopathologie, à ce moment-là, on peut développer des molécules, donc par exemple donc les anti-TNF-alpha qui vont pouvoir agir donc, sur cette cible-là, un anti-IL-23, une combinaison de molécules qui agissent à la fois sur l'interleukine 12 et l'interleukine 23, et puis aussi les inhibiteurs de l'interleukine 17 qui vont du coup stopper cette réaction immunitaire et inflammatoire pour éviter donc la lésion cutanée ou pour la limiter. Donc ça, on était sur la famille des anticorps monoclonaux. Et donc, de la même façon, donc pour ce qui s'agit des inhibiteurs de tyrosine kinase, donc cette fois-ci, on a identifié en fait que la voie qu'on appelle la voie JAK-STAT, qui en fait est à l'origine du process pro-inflammatoire, mais à l'intérieur du noyau de la cellule, on s'est rendu compte que si on arrivait à bloquer cette voie de JAK-STAT, et bien du coup, on bloquait en fait la production, on bloquait le déclenchement de la réaction inflammatoire. Et donc, c'est ce qui a permis donc, le développement de ces molécules. Voilà, idem dans les rhumatismes inflammatoires dont les spécialistes vont vous parler tout à l'heure, mais voilà, j'ai autant de petites flèches bleues qu'il y a de cibles thérapeutiques pour bloquer cette inflammation qui est à l'origine de la destruction articulaire. Pour compléter le panel, donc malheureusement, je n'arrive pas à trouver de données plus récentes sur le développement des anticorps monoclonaux, mais bon, on a quelques pistes. Donc, comme vous voyez, donc, la grosse part de développement, c'est quand même en oncologie et dans les hémopathies. Mais clairement, on voit bien que c'est une grosse cible thérapeutique pour les maladies inflammatoires dissimilitaires avec la rhumatologie, la dermatologie, la gastro-entérologie, la pneumologie et la neurologie, sachant que, notamment suite à l'épidémie, à la pandémie de Covid, on a vu également de nombreux biomédicaments se développer donc, pour prévenir l'infection au Covid-19 ou pour traiter l'infection au Covid-19. Donc, on voit bien que l'infectiologie devient aussi maintenant un domaine où on développe beaucoup d'anticorps monoclonaux. Là, parlons maintenant donc du degré d'humanisation des médicaments. Vous avez peut-être que vous manipulez, enfin vraisemblablement vous manipulez au quotidien différents anticorps monoclonaux. Alors initialement, donc je vous parle de ça, ça commence à faire, mais les premiers anticorps monoclonaux étaient des anticorps de souris. À la suite, via les progrès encore de la médecine, en fait, on a ce qu'on appelle humaniser les anticorps monoclonaux. Donc, dans les années 80, on a développé des anticorps chimériques, donc les XIMAB, donc, que vous manipulez, donc le rituximab, l'infliximab. Par la suite, fin des années 80, début des années 90, on a commencé à produire des anticorps humanisés. Donc, ce sont tous ceux dont le suffixe du nom de la molécule finit donc par Zumab. Et puis enfin, les anticorps intégralement humains, donc les MUMAB, avec notamment l'adalimumab. Et donc, d'un point de vue pratico-pratique, les premiers anticorps, les anticorps de souris, en fait, on ne les utilise plus parce qu'il y avait des réactions immunologiques à l'administration de ces médicaments bien trop importantes et de fait, ces médicaments étaient bien trop dangereux. Mais grâce à l'humanisation de ces anticorps, en fait, on est passé sur des molécules qui sont moins immunogènes. Alors quand même, les XIMAB et les UMAB, en fait, sont d'administration, au moins au début, hospitalière, et donc les MUMAB
sont des molécules qui ont pu être mises à disposition directement en ville, donc sous forme de seringue ou de stylo, parce qu'elles ont un profil immunogène beaucoup plus sûr et donc ne nécessitent pas l'administration dans un hôpital de jour avec un chariot d'urgence à proximité en cas de, où les médicaments et la prise en charge médicale à proximité pour prendre en charge une éventuelle réaction allergique des patients. Avec les UMAB, en fait, on a à la fois des formes disponibles à l'hôpital et puis maintenant des formes disponibles en ville. Et puis même là récemment, alors vous le savez certainement, vous savez que l'infliximab est maintenant disponible en ville. Un laboratoire a réussi en fait à suffisamment purifier en fait, à suffisamment améliorer son process de fabrication et à purifier sa protéine, ce qui fait qu'elle est moins immunogène. C'est ce qui permet maintenant donc son administration en ville, donc par voie sous-cutanée, par auto-injection par le patient, si ce n'est, comme c'est quand même à la base un XIMAB, donc un anticorps chimérique, au moins au début de l'utilisation de ce médicament, on préconise quelques administrations par voie intraveineuse à l'hôpital. Et cela dit, on voit que ça progresse encore parce que ça n'est même plus en rhumatologie, ça n'est même plus systématiquement recommandé de faire des perfusions IV avant de recourir à l'infliximab en sous-cut. Mais c'était une précaution d'emploi à la sortie en fait de cet infliximab sous-cutané, mais qui est tombé en rhumatologie. Et donc, pour finir, quelques mots sur qu'est-ce qu'un biosimilaire. Alors, un biosimilaire, vous l'avez compris, c'est un médicament biologique, donc c'est un médicament issu du vivant, comme le biologique de référence. Comme le biologique de référence, ça concerne des molécules très complexes, avec donc le procédé de fabrication complexe tel que je vous l'ai présenté. Et donc, à la différence des petites molécules chimiques, il est impossible de garantir que la molécule est strictement identique. C'est pour ça qu'on parle de similarité. Par contre, on ne peut vendre un médicament biosimilaire que si on a prouvé sa similarité en termes d'efficacité, de tolérance et de sécurité. Ce sont vraiment les trois piliers en fait, de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament biosimilaire. Ce médicament biosimilaire, il peut être commercialisé après 10 ans de commercialisation du princeps. Et donc, pour le commun des mortels ou à l'œil nu, qu'est-ce qu'un biosimilaire? Eh ben, c'est pareil. Quand on regarde la molécule active, c'est la même. Et donc, d'autant plus quand elle est disponible sur le marché, c'est que le fournisseur du biosimilaire a fait la preuve d'efficacité, de sécurité et de tolérance de cette molécule. Par contre, en effet, pour le patient, il y a des petits changements quand même, c'est-à-dire que le stylo, il n'a pas la même couleur, il ne fonctionne pas de la même façon que le médicament biosimilaire. Volontairement, je n'ai pas mis une poche de perfusion parce que pour un patient, j'imagine qu'une poche de perfusion ne ressemble pas, il n'y a pas quelque chose qui ressemble plus à une poche de perfusion qu'une autre poche de perfusion. Donc, c'est vrai que la différence se fait surtout au niveau du dispositif d'administration par voie sous-cutanée. Et donc, toujours donc, pour parler de biosimilaires, donc vous voyez bien qu'à l'œil nu, donc là en vert, c'est une molécule, c'est une photo en fait d'un anticorps monoclonal en 3D et en dessous donc vous avez la petite molécule chimique et donc c'est pour ça que pour le tofacitinib on parlera de générique parce qu'on va pouvoir faire une copie en fait de cette molécule assez simple alors que pour le biosimilaire on part des techniques complexes, on s'approche le plus possible de la molécule princeps et puis on fait des tests pour s'assurer que le médicament fonctionne vraiment bien de la même façon. Sans rentrer trop dans les détails, mais pour vous en parler quand même, donc pour commercialiser un médicament biosimilaire, donc il y a différentes étapes. Donc il y a beaucoup d'études comparatives. Donc on compare le médicament de référence au médicament biosimilaire. Donc des études comparatives de qualité. Donc ça c'est plutôt de l'analytique, de l'in vitro, du laboratoire.
Et puis, chose très, très importante et qui ne peut que rassurer nos patients, c'est que surtout, on fait des études cliniques comparatives et donc des études cliniques en double aveugle. Donc, le patient ne sait pas s'il a le biologique de référence ou le biosimilaire. Et c'est ce qui nous permet en fait de nous assurer que l'efficacité est bien la même, la sécurité est bien la même et l'immunogénicité, donc la tolérance, est bien la même en s'affranchissant en fait des croyances qu'il pourrait y avoir autour de la copie en fait du biologique de référence. Et donc, je le répète, il n'y a que dans ces conditions-là qu'un biosimilaire peut être commercialisé et disponible sur le marché. Pour terminer, donc là, juste à titre de rappel, donc je vous ai mis les principales familles de biomédicaments utilisés dans les maladies inflammatoires et auto-immunes, principalement en rhumatologie et médecine interne. Donc, vous avez bien sûr les anti-TNF-alpha avec l'infliximab, l'adalimumab, l'étanercept, le certolizumab, le golimumab. Et donc, pour l'infliximab, l'adalimumab et l'étanercept, il y a des biosimilaires qui existent, de nombreux même, de plus en plus nombreux. Moi, je n'arrive plus à retenir tous les noms commerciaux de tous les biosimilaires. Il y a donc la famille des anti-IL-6 avec le tocilizumab, le sarilumab et le siltuximab. Alors, le tocilizumab qui normalement, depuis combien d'années maintenant c'est commercialisé, on attend tous un biosimilaire, mais voilà, moi, je n'ai pas eu d'informations en disant que ça allait vite arriver. On a les anti-interleukine 1, donc l'anakinra, le canakinumab, les anti-CD20, donc avec notamment le rituximab. Et donc là, je pense qu'on utilise tous dans tous les hôpitaux français son biosimilaire. Et puis, on a la famille des JAK inhibiteurs avec le tofacitinib, le baricitinib, l'upadacitinib et le filgotinib, qui, eux, donc, présentent la particularité, comme ce ne sont pas des biomédicaments, ce ne sont pas des protéines, de pouvoir être administré par voie orale. Je vous remercie de votre attention.